La santé, c'est comme la richesse, il ne suffit pas de l'avoir, mais il faut savoir la conserver. Chers amis internautes, bonjour, soyez les bienvenus sur ce nouveau numéro de votre émission BL Santé, l'espace santé sur BL TV. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet important dans la vie de toute femme enceinte. Nombreuses sont ces femmes qui ne savent pas qu'il est important de prendre soin de ce muscle qui se charge de tenir la grossesse de son début jusqu'à son terme. Le manque d'entretien ou de préparation de ce muscle expose des femmes à des violences en salle de naissance. Ce muscle n'est rien d'autre que le périnée. Préparation périnéale, un moyen de prévention des violences en salle de naissance, c'est le thème autour duquel nous allons discuter ce soir. Pour aborder le sujet, nous recevons pour vous une sage-femme juriste. Je la laisse se présenter à vous. Madame, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Vous avez devant vous Annick Nonoou Agani. Je suis sage-femme juriste, activiste des droits humains en milieu sanitaire, lanceuse d'alerte sur les normes historiques nuisibles pour la santé et aussi par rapport aux violences obstétricales. Je suis la présidente fondatrice du réseau des soignants amis des patients. D'accord, donc vous faites assez pour le bien-être des femmes enceintes, disons, du début de leur grossesse jusqu'à leur accouchement. Bien sûr. Ok, tout au long de cette émission, nous allons aborder les bienfaits de la préparation périnéale, du phénomène de l'épisiotomie. Je suis sûre que vous ne le savez pas, mais pourtant, il y a beaucoup de femmes qui subissent cela quand elles sont sur la table d'accouchement. Nous allons également parler de l'entretien du périnée après l'accouchement, pour en finir sur les actions que mène l'association de la sage-femme dans ce sens. Alors, sage-femme, je ne vais pas dire docteur, dites-nous, qu'est-ce que le périnée et quelle est son importance? Parlant du périnée, si nous devons l'expliquer simplement, nous dirons que c'est un ensemble de muscles de forme losangique qui se trouve au niveau du bassin. Et qui soutient les organes qui sont dans le bassin. Et chez la femme, le périnée est perforé de 3 trous et chez l'homme de 2 orifices. Donc chez la femme, nous avons en arrière le rectum, au milieu l'utérus et puis devant la vessie, bien sûr. Et quels sont les bienfaits du périnée? Je vais essayer de les catégoriser en trois étapes. Okay. Le premier bienfait, c'est le soutien des organes, comme je le disais tantôt. On parle souvent de plancher pelvien. Parce que si une femme n'a pas un bon périnée, c'est que tout ce qui se trouve dans le petit bassin se retrouverait au dehors. En dehors de cela, le périnée, les muscles du périnée interviennent beaucoup dans la rétraction du sphincter. Okay. Ça permet de se mettre à l'aise quand on veut. Okay. Parce que si le sphincter est défaillant, les selles et les urines vont couler abondamment. Okay. Et puis le troisième bienfait, et qui est vraiment important pour le couple, c'est l'augmentation du plaisir sexuel. Okay. Et quand vous êtes avec une femme avec un périnée défaillant, au lit vous serez découragé. Mais s'il s'agit d'un périnée en forme, les contractions vont bon train. D'accord. Et ce muscle qui est, ce périnée qui est un ensemble de muscles, comme vous venez de dire, quel rôle il joue chez une femme enceinte? Oui, au niveau de la femme enceinte, vous allez constater que tous les volumes augmentent. Et si le plancher pelvien n'est pas consistant, la grossesse ne pourrait pas rester jusqu'à la fin. Vous comprenez? Est-ce que c'est ce défaut de ténacité du périnée qui fait qu'il y a assez de femmes qui ont des fausses couches? Je ne dirais pas oui. C'est beaucoup plus un autre mécanisme parce que les fausses couches ont beaucoup de causes, mais souvent quand le col a de problèmes, on peut faire des fausses couches. Je préfère qu'on parle des fausses couches lors d'une autre émission. D'accord, allez-y. Sinon les gens risquent de faire des confusions. D'accord. Donc à part porter la grossesse au niveau de la femme enceinte, le périnée, chez une personne normale, elle garde tous ses organes que vous venez de citer. Bien sûr. Alors, la préparation périnéale. Oui. Expliquez-nous cela. Quand on parle de préparation périnéale, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ça. Et même au niveau des agents de santé, disons, n'avons pas été formés à l'école sur la préparation périnéale.
Ça ne fait pas partie du cursus normal. Mais pour ceux qui ont eu la chance de faire des stages dans certains pays modèles, tels le Japon, le Maroc et autres, où on parle d'humanisation des soins, on est obligé d'apprendre à faire la préparation du périnée. Elle peut se faire de plusieurs manières, mais je vais citer peut-être 2 à 3 manières ici. La première manière de préparer le périnée, chez la femme enceinte bien sûr, et par rapport à la période, les gens pensent qu'on peut le faire durant toute la grossesse. Je dis non. C'est souvent à partir de 34 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 7 mois et demi ou au 8e mois qu'on peut démarrer. Comment préparer le périnée? On explique au couple, on explique au conjoint et à la femme. Et pour expliquer simplement, c'est que on fait un massage périnéal. On peut aller au massage périnéal avec des huiles destinées à cela. Quand on va à la pharmacie, il y a des huiles pour masser le périnée. Et quand les gens n'ont pas l'argent pour acheter ces huiles, on nous a dit que même l'huile d'olive aussi peut être utilisée. Comment se fait ce massage? C'est qu'il faut introduire le doigt au niveau du vagin. Que les gens nous excusent, on est obligé d'aller terre à terre parce que c'est de ça qu'on veut parler. On introduit le pouce au niveau du vagin et l'index au niveau de l'anus et on masse. Parce qu'on était en train de dire tout à l'heure que c'est un ensemble de muscles. Mais quand on veut regarder, l'espace est tellement petit qu'on ne se fait pas l'idée. Et si je dois expliquer, quand on achète une poupée aux enfants, quand vous enlevez les cuisses de la poupée, vous allez voir qu'il y a un espace entre le haut et le bas. Donc exactement au niveau de l'humain, entre l'orifice vaginal et le rectum, il y a un espace. C'est cet espace qu'on essaie de masser, mais avec de la douceur. En dehors de ce type de massage, on peut masser le périnée autrement. Là, nous utilisons les ballons prénataux. On apprend au couple toujours, parce que ça se fait dans le couple, on apprend, la femme doit être soutenue pendant le massage. Avec son gros ventre, si elle doit faire le massage, elle peut se faire mal. Mais quand son chéri ou son conjoint l'aide à le faire, ça donne aussi des sensations. Et ça peut aider même à aller loin. Parce qu'on sait très bien qu'à partir de 7 mois et demi, qu'il y a la mission sexuelle. On explique aux hommes, donc ils savent qu'ils ont une thérapie sexuelle. Donc rien qu'en faisant le massage du périnée, si ça peut même aller jusqu'au niveau d'un rapport sexuel, ça ferait du bien à la femme. Revenons maintenant à la deuxième manière qui est l'utilisation du ballon prénatal. Là, tel que les images sont en train de défiler de l'autre côté que vous voyez, l'homme est par derrière et la femme est assise sur le périnée. Elle fait de petits mouvements de sec, elle est soutenue par son homme. Il y a plusieurs positions, mais c'est que dans toutes ces positions, le ballon prénatal est en contact avec le périnée. Et ce massage se fait à peine 5 à 8 minutes, pas plus de 10 minutes. Et 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Et ça pourrait vraiment aider à l'accouchement. Je ne vais pas dévancer les faits. En continuant la discussion, les gens vont comprendre pourquoi. Voilà, justement, j'en venais. Pourquoi ce massage périnéal? En quoi ça pourrait aider la femme d'abord à pouvoir bien accoucher, ne pas avoir des problèmes en salle d'accouchement? Le massage périnéal est suffisamment important parce que quand la femme veut accoucher, quand la femme est en travail, le vagin se déforme. Le périnée bombe. Ça devient exactement comme un ballon. Et après le périnée s'en trouve. L'orifice augmente. Et ça, le schéma exactement d'un canari. Si on prend le canari, vous voyez le bout du canari. Il est vraiment béant. Donc ça donne cet aspect pendant que la tête du bébé est en train de solliciter le périnée. Dans l'augmentation de la taille ou disons dans l'élargissement du périnée, si le périnée est tonique, il ne pourra pas se distendre comme ça se doit. Et on voit apparaître des traits blanches. Des traits blancs plutôt, un trait, des traits blancs. Quand ces traits apparaissent, lors de nos formations, on nous dit qu'il faut faire l'épisiotomie, qu'il faut sectionner le périnée pour éviter son éclatement ou sa déchirure. Mais avec l'avènement des violences obstétricales, l'épisiotomie étant classée comme une violence obstétricale grave, un acte à proscrire, on nous dit de faire le massage périnéal pour faciliter la dilatation du périnée afin que ça laisse l'enfant passer. Donc vous voyez correctement que quel est l'intérêt de ce massage périnéal, c'est de faciliter, de raccourcir le temps de travail, de faciliter l'expulsion et d'éviter à ce qu'on coupe le périnée. Parce que quand on le coupe, il y a des conséquences quand même qui impactent négativement la santé de la femme et puis le couple aussi.
D'accord. Maintenant, en salle d'accouchement, il y a la position conventionnelle que l'on connaît, c'est celle couchée sur le dos, sur la table d'accouchement. Que nous appelons position gynécologique. Voilà. En dehors de cette position, est-ce qu'il y a possibilité que la femme reste dans toute autre position pour pouvoir accoucher? Je vous dirais même que ce n'est pas en dehors de cette position. Cette position est à bannir. C'est vrai qu'en Afrique, c'est vrai que dans les maternités africaines, vous passez, vous faites une enquête pour voir dans quelle position les femmes accouchent. Vous allez voir près de 98% accouchent dans cette position. Mais c'est une position griftueuse. C'est une position qui ne fait pas du bien ni à la mère, ni au fœtus. Et même si la mère ne mourrait pas sur la table d'accouchement, il y a d'énormes conséquences. Je préfère qu'on fasse carrément une autre émission pour en parler parce que beaucoup ne comprennent pas. Mais ce qu'il faut retenir durant cette émission-ci, c'est de savoir que la position gynécologique est à bannir. La position gynécologique ne facilite pas le travail d'accouchement. La position gynécologique peut entraîner une souffrance fœtale. La position gynécologique fait que le col ne se dilate pas comme ça se doit. Et le poids de l'utérus agit sur les vaisseaux sanguins et trouble les échanges fœto-maternels. Donc, il y a beaucoup de choses. Et au niveau de la femme elle-même, étant donné qu'elle est couchée sur le dos et que l'utérus, le poids de l'utérus agit sur elle, ce poids fait que, au lieu que le travail d'accouchement se déroule normalement, le fœtus n'arrive pas à glisser comme ça se doit. Disons, cette position est antagoniste à la position qui facilite la descente, la pesanteur, que ça va contre la loi de la pesanteur. Donc, c'est une position à proscrire, scientifiquement démontrée. Il suffit que les gens aient fait une revue de littérature, ils vont comprendre. Ta question est celle-ci. J'ai insisté, pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas cette information. Quand les femmes arrivent en travail, c'est elles-mêmes qui se déshabillent et adoptent cette position. Et normalement, si elles tombent sur des sages-femmes ou des médecins compétents, on devrait leur dire non, cette position, nous sommes en train de l'éliminer. On peut accoucher dans toute position où on est à l'aise. En utilisant les positions libres, la femme accouche plus facilement. Il a été démontré que le travail d'accouchement est raccourci. Les douleurs, l'intensité des douleurs est réduite et les sages-femmes ou les acteurs ou disons les accoucheurs ne se tracassent pas beaucoup. Pourquoi? La femme peut rester debout accoucher, la femme peut rester accroupie, la femme peut faire des marches sur l'échelle. Si vous voulez maintenant, si vous allez au niveau du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant par exemple, nous avons eu la chance et puis la Chica nous a mis le matériel nécessaire là. Donc, souvent, quand je fais les émissions, je finis, les gens me disent « Ah, où est-ce qu'on peut voir ce modèle ?» Quand vous parlez d'échelle, ça nous étonne. Comment la femme est en travail, est-ce qu'elle doit aller vers les maçons pour aller monter l'échelle? Non, c'est pas ça. Il y a l'échelle destinée à l'accouchement en position libre. Donc, vous pouvez déposer de demandes d'autorisation pour aller visiter la salle et mieux comprendre. Donc, la femme peut accoucher dans toutes les positions qu'elle veut. Il y a même des femmes qui accouchent en position accrochée. Elles montent peut-être 4 ou 5 barres d'échelle et elle est accrochée en haut comme une chauve-souris. Et vous prenez le bébé par le bas. Mais ça nécessite que les sages-femmes et les gynécologues soient formés à ce type d'accouchement qu'on appelle accouchement en position libre ou freestyle. Vous voyez déjà ces différentes positions sur les images. Ok, maintenant, ces différentes positions, est-ce que ces femmes sont vraiment conscientes qu'il y a possibilité qu'elles aillent en salle d'accouchement et qu'elles ne restent pas sur le dos pour le faire? La majorité des femmes n'est pas informée parce que normalement, étant donné qu'on est en train de faire un changement de pratique, et déjà lors de la CPN, lors du suivi prénatal, on devrait faire des causeries matinales, on devrait faire beaucoup d'émissions comme nous sommes en train de faire pour informer suffisamment les femmes. Ou même faire des équipes médicales mobiles, aller en communauté, faire des sensibilisations, échanger, montrer les images pour que ça soit un apprentissage préalable. Mais pour le moment, ça ne se fait pas comme ça. C'est plutôt notre association qui s'échine avec d'autres associations qui fournissent aussi d'efforts. Mais normalement, si la femme en travail arrive et qu'elle ne sait pas, il revient à l'équipe en place de leur montrer la salle d'accouchement humanisée, de leur expliquer un peu. Puis les femmes adorent, les couples l'adorent, ça facilite l'accouchement, ça resserre les liens familiaux. Il
y a beaucoup plus d'intérêt, beaucoup d'avantages. On pourra faire une autre émission par rapport à ça. D'accord, maintenant les hommes, vous avez dit qu'il y a possibilité que l'homme, avec tout ce qui est les innovations à apporter et tout, pourra aider sa femme en salle d'accouchement. Est-ce que vous pensez qu'il y a que les gens pourront laisser vraiment les hommes entrer en salle d'accouchement pour pouvoir aider leur femme? Vu que c'est un phénomène que les sages-femmes n'autorisent pas, elles n'autorisent pas souvent l'homme à rentrer en salle d'accouchement avec son mari. Vous savez, les droits humains sont universellement acquis. Hein. Le droit d'accès du conjoint en salle d'accouchement, c'est une obligation fondamentale. C'est parce que le conjoint ou la femme ne sait pas qu'elle a ce droit, que les droits sont brimés. Là, moi, je suis par exemple, ou bien je prends une femme qui connaît ses droits, si elle a envie d'accoucher quelque part, et on dit que son mari ne peut pas rentrer en salle, elle a le droit de choisir là où elle va accoucher. Si ce n'est pas possible d'accoucher en public, elle peut aller en privé. C'est ce que je dis, les gens se fâchent. Ils ne doivent pas se fâcher, on est obligé de dire la vérité. Je suis avec mon époux, c'est lui qui m'a enceinté. J'ai eu la chance, il est prêt à m'assister. Et vous le mettez au dehors sous la période, soi-disant Alima Simelelo, Maïmouna Simelelo, alors qu'on dit que dans les 15 minutes, il faut gérer les urgences. Le conjoint est le soutien, est le premier soutien de la femme en travail. Si la sage-femme qu'on voit ou le gynécologue connaît correctement son travail, s'il est compétent, c'est lui qui va même solliciter. Parce qu'il ne peut pas suivre toutes les femmes à la fois. Il ne peut pas surveiller toutes les femmes à la fois. Il est seul. Ou bien, même s'il n'est pas seul, si nous essayons de faire un peu le point des entrants, à une seule garde, on peut avoir 20 femmes. À une seule garde, on peut avoir 10 femmes à la fois. Vous n'allez pas, on ne peut pas avoir plus de 2 médecins. Ou plus de 2 sages-femmes par garde. Non, peut-être des étudiants. Encore que là, avec l'humanisation des soins, on dit que l'étudiant doit faire l'exercice sur mannequin. Il ne va pas traumatiser le sexe de la femme. Donc, on ne peut pas les laisser comme ça et puis on s'en écarte. La preuve, on met les femmes sur des tables d'accouchement alors que c'est à banni. Et quand la sage-femme, le gynéco est occupé ailleurs, peut-être au bloc ou ailleurs, la femme tombe, on dira que c'est lui qui est responsable de l'homicide. Mais nous, on voit que dans nos hôpitaux, il y a la salle est grande. Les femmes sont alignées sur les lits. Est-ce que dans ce cas, les femmes, très souvent, quand elles sont en travail, elle ne s'occupe pas du fait qu'elle est nue. Vous parlez de la nudité. Justement, est-ce que dans ce cas, son mari pourra rentrer dans la salle vu qu'il y a D'abord, quand moi je vais sur le plan régional faire mes communications, ce n'est pas une publicité, c'est un fait réel, les gens me posent toujours cette question. Et tout de suite, je leur dis, il suffit de mettre la nudité et la mort dans la balance. On prend 2 couples, un couple A et un couple B. L'autre dit, je ne veux pas qu'on voit la nudité de ma femme. L'autre n'a rien dit. Celui dont on est en train de protéger la nudité de la femme tombe de la table et meurt, on l'enterre. Ça a servi à quoi? Mais de l'autre côté, ce qui est sûr, avec les formations que moi j'ai reçues, tant au Japon, au Maroc et dans d'autres pays, on dit que c'est nous-mêmes agents de santé ou la population qui se bloque. Un homme qui envoie sa femme, qui est en travail, là où il a envie que la femme survive, le bébé survive. Même s'il est debout devant un sexe, il ne voit pas le sexe. Et même s'il voyait le sexe, ce n'est pas ça l'important. C'est des prétextes. C'est des prétextes à abandonner. Maintenant, je vais plus loin. Quand vous allez dans nos maternités, telles que les gens le disent, ce n'est plus comme ça. Soit il y a des paravents, soit il y a des rideaux, il y a même des bosses séparées. Moi, j'ai beaucoup milité. Si je prends l'Atlantique et le littoral, la JICA nous a beaucoup aidé. Il y a les bosses séparées. Et c'est pour ça même qu'on dit que c'est important de faire la visite de la salle d'accouchement avant l'accouchement. Quand un couple va en suivi prénatal, qu'ils exigent à la sage-femme au gynécologue, je voudrais voir là où ma femme va accoucher. Ça te permet déjà de te prendre connaissance de comment les choses se passent. Et si tu vas dans une maternité où on ne pourra pas respecter tes droits, tu n'es pas obligé d'aller accoucher là. Parce que aller accoucher, c'est un carrefour de la mort et de la vie. Et il a été démontré que si les droits ne sont pas respectés, les femmes vont toujours mourir. D'accord. Mais vous avez dit tout à l'heure que si on fait une bonne préparation périnéale lors de l'accouchement, on observe une dilatation normale du périnée pour que l'enfant sorte correctement. Alors, les sages-femmes, quand on fait l'épisiotomie à une femme, quelles sont ses conséquences? Vu que si on suit bien la préparation périnéale, on n'aura pas besoin de faire l'épisiotomie. Donc, au cas où le docteur, en cas de force majeure, faisait l'épisiotomie, quelles sont les conséquences que la patiente pourrait avoir, la mère pourrait avoir? D'abord, l'épisiotomie entraîne souvent de saignements. L'épisiotomie, quand elle est mal faite, disons quand l'épisiotomie est mal faite, la réparation est mal faite, la cicatrisation entraîne beaucoup de problèmes.
Je vais prendre un seul exemple pour le moment. Dans un couple, ce qui donne plus de jouissance, c'est l'acte sexuel. Mais quand on fait l'épisiotomie et que c'est mal réparé, mal cicatrisé, la femme fait une dyspareunie. Dyspareunie, si je dois expliquer en langage simple, c'est que dès que l'organe sexuel du monsieur plonge dans son vagin, c'est qu'elle a très mal. Donc elle, à chaque fois qu'elle se voit, elle voit déjà son monsieur vouloir venir faire l'acte, c'est qu'elle a des problèmes. Vous pensez que celle-là sera bien dans son couple? Mais ça, c'est si nous prenons le côté plaisir, le côté stabilité du couple, le côté familial. Mais quand nous prenons la femme en elle-même, l'épisiotomie a un impact financier. Et nous savons très bien que nous sommes dans des maternités africaines où les trousses d'urgence ne sont pas disponibles. La femme veut accoucher, vous prenez le ciseau, vous sectionnez son périnée. D'abord, la plupart du temps, les femmes ont des infections qui ne sont pas bien soignées. Même s'il y avait le matériel nécessaire pour coudre le périnée, quand le périnée est frité, la femme va saigner jusqu'à mort. Parce qu'on tente d'attacher le fil. L'exemple que je donne souvent, c'est comme si vous mettez du fil dans de la tomate et vous l'attachez. Vous voyez ce que ça donne? Ça s'effrite. Je l'ai vécu. J'ai vu des cas en milieu professionnel. Je n'irai pas trop loin pour raison de secret médical. Mais de toutes les manières, il a été démontré scientifiquement que l'épisiotomie n'a aucun avantage pour la femme. Et que même s'il arrivait que la femme se déchirait, la réparation spontanée, la réparation naturelle de la déchirure est mieux que l'épisiotomie. Parce qu'en coupant, quand le périnée n'est pas mince, c'est plusieurs planchers qu'on essaie de couper. Et pour les ramener, il faut que les planchers soient respectés. Ce que je dis, c'est beaucoup plus scientifique, c'est pour ça que je ne veux pas aller là-bas. D'accord. Les gens ne vont pas trop comprendre. Les gynécologues, les médecins ont peur qu'il y ait une déchirure, donc ils préfèrent faire l'épisiotomie. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Qui est la section des orifices vaginaux. Donc cette déchirure pose plus de problèmes. Si tu dis des orifices vaginaux, on viendra dire ici que Madame Nono a dit qu'il y a plusieurs orifices. Bon, je préfère qu'on insiste. Vaginal, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas l'orifice. Je vous ai dit tout à l'heure, quand la femme est en travail, on ne voit plus le vagin. Le vagin perd sa longueur. Okay. Le vagin perd sa longueur, le périnée bombe et tout devient plat, comme disons une feuille épaisse. Donc quand la sage-femme veut couper, elle coupe pas à longueur, le vagin il est profond. Mais lors du travail d'accouchement, c'est un système d'effacement général. Le col s'efface, le vagin aussi se réduit en longueur, le périnée bombe et c'est le périnée qu'on coupe. Mais c'est vrai, quand on finit de couper, quand le bébé finit de sortir, vous voyez, c'est que la plaie elle est réellement béante et elle fait peur. Et ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est que si la femme n'a pas l'argent pour acheter le nécessaire pour qu'on répare, elle saigne par là. Et si elle est anémiée en saignant, ça peut encore entraîner d'autres problèmes. Je n'aimerais pas faire peur au public, je préfère garder le reste. D'accord, donc il sera important pour... L'essentiel, c'est de savoir que l'épisiotomie est proscrite. D'accord, et il faudra faire une bonne préparation périnéale pour faciliter l'accouchement. Alors, le périnée, après l'accouchement, comment peut-on travailler pour qu'il revienne à sa place normale? De toutes les manières, après l'accouchement, on devait faire une rééducation périnéale. Et ça, les sages-femmes ne s'en occupent pas trop. C'est vrai que c'est une mission de la sage-femme. Mais l'insuffisance de personnel, tel que les choses se passent, font qu'on préfère laisser la dame, on l'oriente en kinésithérapie parce que nous travaillons ensemble avec les kinésithérapeutes. D'accord. Alors, quels sont, disons, dites-nous peut-être 2 petits exercices qu'il faut faire pour que son périnée revienne à la normale. L'exercice qu'on publie souvent ou bien qu'on essaie de conseiller aux femmes, c'est le pipi stop. Le pipi stop, c'est quoi? Vous essayez de rétracter le rectum, vous essayez de rétracter le périnée. C'est exactement comme si on va à la selle et puis on est essoufflé, on veut couper, on veut continuer. Et ce pipi stop, on peut l'apprendre et faire en plusieurs fois. L'autre chose, quand on va chez les kinésithérapeutes, il y a beaucoup de méthodes à développer. D'accord. Maintenant, à quel mois, bien à quelle semaine d'après accouchement, on peut déjà commencer cet exercice-là? Ou bien si je finis aujourd'hui, je rentre chez moi, je peux commencer déjà l'exercice? Non, non. En allant vers le kinésithérapeute, il te programme et il fait avec toi les exercices. Il y a même plusieurs matériels, il y a beaucoup de choses que j'ai vues sur Internet. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça. Mais moi, j'ai fait de l'andragogie, j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être qu'on aura une autre émission, on va essayer d'apporter les images. Ce que je veux savoir, c'est après combien de temps après l'accouchement, on peut commencer la rééducation périnéale? C'est ma question. Oui, la rééducation périnéale, ce que je sais,
parce que là, ça varie, ça varie selon les écoles. Ça varie selon les écoles. Ça dépend de là où les gens sont formés. Mais jusqu'à ce que moi, je quitte là où j'enseignais, comment l'appelle-t-on, cette préparation périnéale, on nous dit quand la femme accouche, on lui donne un temps de repos. Un temps de repos 10 à 14 jours. Le temps que les douleurs se dissipent. Et à partir de là, elle pourra faire sa rééducation périnéale. Mais la science étant dynamique, je n'ai pas fait de recherche à ce niveau. Donc, je ne voudrais pas mentir. D'accord. Je préfère qu'on appelle un kinésithérapeute pour qu'il en parle. Correctement. Moi, j'aime parler de ce que je fais. D'accord, c'est bien. Le réseau des soignants amis des patients, dont vous êtes la présidente, dites-nous, oui. Qu'est-ce que cette association fait dans le sens pour pouvoir aider ces femmes qui sont sur la table d'accouchement? Oui, parlant de notre association, le réseau des soignants amis des patients, l'association a été créée en 2013, tout juste après mon stage au Maroc. Parce que j'ai constaté qu'au Maroc, entre 2001 et 2011, il n'y avait pas eu de décès, il n'y avait pas eu du tout de décès maternel au niveau de la ville de Fès. Donc, lors du stage, on nous a amené vers ces sages-femmes, on a échangé pour savoir comment elles travaillent. Elles n'ont pas de tête. Chez nous, en Afrique noire, les femmes meurent en désordre. Et de l'autre côté, pendant 10 ans, on dit qu'il y a une maternité où il n'y a pas du tout de décès. Et on a compris que les gens se mettaient ensemble pour pouvoir travailler en communauté. Donc, il y avait plusieurs réseaux, des groupements d'agents de santé, mais avec aussi les individus, familles, communautés. Ce partenariat permet d'échanger en amont, de faire des éducations préalables afin que les complications ne s'installent pas pour aboutir à un décès maternel. Bref, on s'en est inspiré. On est venu créer le réseau qui a déjà eu 8 ans de vie. Nous luttons contre les violences obstétricales. Nous luttons contre les violences faites aux patients en milieu sanitaire. Nous militons pour le développement professionnel continu, beaucoup d'autres choses. Ok, je pense qu'on a assez appris de vous, même si on n'est pas rentré dans les détails. Le temps qui nous est donné est imparti. Alors, chers internautes, j'espère que vous avez compris la préparation périnéale. C'est le moment où vous devez, disons, vous avez dit que c'est, disons, 7 mois. À 7 mois de grossesse. 7 mois et demi. Voilà, 7 mois et demi. Ou 8e mois. Ouais. Ou 8e mois. Que vous pouvez commencer par faire cette préparation périnéale pour vous éviter d'avoir des problèmes en salle d'accouchement. En collaboration avec vos soignants, bien sûr. D'accord. Il faut le faire en collaboration avec votre soignant. Alors, je vous dis merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez retenu assez de choses de cette discussion. La sage-femme, elle est là. Elle a une association. Bon, pour ceux qui veulent, après avoir plus d'informations, on va encore l'inviter pour qu'elle vienne nous expliquer d'autres sujets. Je vous dis merci encore de nous avoir suivis. Pour toute information, annonces et autres prestations de services, vous pouvez appeler le numéro le 97 25 62 21, le 97 25 62 21. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.